Écho du portefeuille de l'État. Écho du portefeuille au cœur de l'actualité dans vos entreprises. Écho du portefeuille accompagne les entreprises du portefeuille de l'État en mettant en lumière les tâches accomplies par les mandataires. Écho du portefeuille, véritable vitrine des entreprises du portefeuille de l'État. Découvrez les enquêtes, reportages, dossiers, analyses sur les entreprises et établissements publics à travers cet outil de communication du ministère du portefeuille. Écho du portefeuille, vecteur par excellence. Il dispose ces espaces pour la présentation de bilans, perspectives, potentialités, voire les difficultés rencontrées. Les mandataires des entreprises et établissements publics ont désormais un espace approprié. Écho du portefeuille intervient donc dans tous les secteurs, à l'instar des mines, ressources hydrauliques et électricité, transport et voies de communication, finances, agriculture, industrie, postes et télécommunications et autres services. La volonté exprimée par le chef de l'État, celle de replacer les entreprises et établissements publics, en faire un véritable levier pour le développement économique et social de la RDC. Les entreprises du portefeuille de l'État, colonne vertébrale de l'économie du pays, devraient permettre, à mon sens, de contribuer substantiellement à la croissance et à la diversification de l'économie de notre pays, au développement social, à la création des emplois et au budget de l'État. Écho du portefeuille, au cœur de l'actualité dans vos entreprises. Nous sommes dans les installations de l'ONATRA, plus précisément au port de Kinshasa, pour assister au départ du convoi Lubero à destination de Kisangani. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine Écho du portefeuille. Écho du portefeuille. Capitaliser et rentabiliser le potentiel de l'ONATRA SA, c'est le sens des actions qui ont fait l'objet de la visite du ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, qui s'évertue à concrétiser la vision du gouvernement, celle de faire des entreprises du portefeuille de l'État l'autoroute du développement économique en impulsant toutes les actions qui doivent contribuer à la relance de la production. Suivez. La relance du trafic fluvial Kinshasa-Kisangani et la reprise du trafic ferroviaire Kinshasa-Matadi par l'ONATRA sont un thermomètre de l'économie nationale. Le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa Tomba, qui a reçu du président de la République la mission de remettre les entreprises du portefeuille de l'État au cœur de l'économie nationale, en mesure l'incidence au point de faire personnellement le déplacement pour cette cérémonie officielle de lancement. Aux côtés du directeur général de l'ONATRA, Martin Loukoussa, le ministre du portefeuille, a assisté à l'arrivée de 500 tonnes de sacs de ciment par le train et au départ de 2000 tonnes de marchandises vers Kisangani. Oui, comme vous savez, le gouvernement est déterminé à pouvoir faire du portefeuille le boulevard du développement économique de la République démocratique du Congo. Et ceci n'est pas possible si, on n'arrêtait pas la dégradation de l'outil de production, 2, qu'on ne modernisait pas cet outil de production. 3, qu'on n'étendait pas, en termes d'expansion, les activités de production. Et donc ici, nous sommes dans un cas de figure où nous assistons à la réalisation des actions concrètes en termes de relance de la production, ce qui est le cheval de bataille du gouvernement de la République. Nous venions de voir avec vous l'arrivée du premier train depuis une année et demie, qui a fait Kinshasa-Matadi, Kinshasa, transportant au retour près de 500 tonnes de ciment, n'est-ce pas, à un coût très bas par rapport au coût de transport par véhicule, je veux dire. Nous venons ici aussi assister au départ d'un grand bateau qui transporte 2002 tonnes de marchandises. Qu'est-ce que ça veut dire finalement sur le plan économique? Le DG l'a dit, c'est que nous sommes en train d'assister à la fluidité, à l'amélioration de la fluidité du commerce à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Ce qui parle de l'intégration économique nationale, mais c'est aussi et surtout le transport. Dès lors qu'on peut prendre les marchandises de Kinshasa vers Kisangani et chemin faisant en retour
on transporte des produits vivriers de première nécessité et autres pour l'exportation qui arrive à Kin, dans les prix les meilleurs, on réduit du coût de choses. On réduit le coût de production, on réduit le coût à l'exportation, on réduit le coût de consommation des biens et services. Et comme vous savez, l'un des axes sur lesquels les gouvernements ont très travaillé, c'est la baisse des prix des biens de première nécessité et autres coûts de production. Et l'ONATRA est donc cet outil du gouvernement qui doit être au cœur de cette action-là. Par ces transports multimodaux, moi je vais dire, on vient du chemin de fer, aujourd'hui on est sur le fleuve pour les transports par bateau, et donc là nous sommes en train d'assister à un travail remarquable. Pourquoi? Parce que le regard que les citoyens et la plupart des décideurs ont eu des entreprises du portefeuille de l'État, et en partie de l'ONATRA, c'est que bon, c'est une entreprise vieille, c'est vrai elle est vieille, mais elle a un patrimoine important, elle a un potentiel important qu'il faut capitaliser, qu'il faut rentabiliser. Et c'est l'essence des actions que nous venons de voir ici. C'est du concret, c'est pas de la philosophie. Une réelle intégration économique intérieure pour le développement d'une résilience nationale contre les chocs exogènes. Les entreprises du portefeuille ont un rôle majeur à jouer et le ministre du portefeuille a une dynamique à insuffler. Restons toujours à l'ONATRA SA pour son directeur général Martin Loukoussa. Assurer l'acheminement de la marchandise pouvant desservir l'intérieur du pays et celui de produits agricoles et forestiers vers Kinshasa est la raison du retour de la cargaison Lubero sur le fleuve Congo. Comme vous savez, nous sommes dans les transports des pondéreux, donc on transporte les grosses tonnes de marchandises. Ça permet aux opérateurs économiques de pouvoir avoir une mobilité sûre et surtout en grande quantité une fois pour desservir l'intérieur du pays. Et en retour, nous récoltons sur la voie tout ce qu'il y a comme produits forestiers, produits de planteurs, tout ça, le maïs, les maniocs, pour venir desservir les centres-villes. Et là, nous sommes dans le retour, ce qu'on appelle le retour du bateau sur le fleuve. Et nous allons faire un effort pour qu'il y ait une régularité afin que l'impact soit visible sur l'assiette du ménagère. Madame, comme je n'ai cessé de le dire, les infrastructures qui sont les nôtres datent d'il y a très très longtemps. Et pendant plus ou moins 50 ou 60 ans, nous n'avons pas pensé à moderniser, à renouveler l'outil de production. Et là, avec la volonté qu'a le gouvernement de la République aujourd'hui, nous sommes en train progressivement d'améliorer les conditions d'exploitation, c'est-à-dire reconstruire des nouveaux quais. Vous avez vu, nous avons fait à Matadi, ici à Kinshasa, si vous avancez plus loin, vous allez voir qu'il y a des travaux. Nous sommes en train d'acheter des bateaux, en train de refaire les rails. Et tout ça, c'est du capital qui va permettre à ce que les conditions internes d'exploitation soient les bonnes et ça permettra effectivement la baisse des prix sur le marché. 453 millions de dollars américains, coût évalué pour la relance de l'AMIBA. Jean-Charles Okoto, président du conseil d'administration, fait savoir que cette enveloppe sera échelonnée pour 5 années et par fractionnement. Déjà, sur la première tranche de 70 millions de dollars américains, 2 millions ont été libérés voilà 6 mois. Il est au micro de David Mouteba. L'entretien que je viens d'avoir avec le ministre du portefeuille, c'est sur la restitution du forum qui venait d'avoir lieu à Bujimaï, où sur ces instructions, nous avons pu recevoir 60 Chinois, des entrepreneurs, des investisseurs, accompagnés de l'ambassadeur et 4 de ses collègues co-ministres. Donc c'est un forum qui a connu un succès formidable. Parce que, comme vous le savez, le Sankourou, le Grand Kasaï est au centre du pays et au centre de l'Afrique, mais enclavé. Nous ne faisons pas frontière à aucun pays étranger. Ce qui fait que l'enclavement a poussé le ministre de bien comprendre que parmi les provinces qui sont encore avancées, notamment le Grand Kasaï, c'est comme ça que nous avons organisé ce forum. Aujourd'hui, les répercussions du forum sont parties jusqu'en Chine, où le chef de l'État lui-même sera sur place. Donc, vous dire qu'aujourd'hui, les voies et moyens, les chemins, avant même d'obtenir la première tranche de notre relance de l'AMIBA, il fallait d'abord avoir une gestion préventive, savoir où orienter l'argent,
quels sont les objectifs pour qu'une fois que l'argent est débloqué et que les machines sont en marche pour obtenir les résultats escomptés. Donc je réponds d'abord à la question pour la rencontre que je viens d'avoir avec le ministre. Et nous avons retrouvé une oreille très attentive. Et je crois que l'Ameba, comme toutes les entreprises, sont très ravis de l'arrivée de notre ministre. Ça, il a été temps qu'il arrive à ce moment-là. La première tranche, je crois que nous saluons d'abord le président de la République. Parce que la population du Grand Kasaï est très satisfaite. Maintenant, satisfaite pourquoi? Parce que le chef de l'État avait promis à son temps que le problème de la relance de l'Ameba, c'est un problème personnel. Et aujourd'hui, le chef de l'État et son gouvernement viennent de réaliser la promesse. Et là, je crois que nous sommes tout à fait satisfaits. La première tranche, je crois que d'ici peu, ce qui est vrai et que la décision a été prise. Maintenant, c'est un processus. Ce n'est pas un clin d'œil qu'on peut avoir les 70 millions. Ce n'est pas fractionnement. Et là, c'est en fonction aussi du plan de la relance que nous avons donné. C'est la raison pour laquelle j'ai discuté avec le ministre du portefeuille. Il attend son collègue du ministre des Finances. Et à cela, je donnerai les instructions au niveau des comités de gestion pour qu'on voie comment il faut absolument gérer le fonds afin de pouvoir répondre à l'appel de la production. Aujourd'hui, le peu que nous avons eu pour la première tranche de 2 millions, ça date de peut-être 6 mois. Les machines sont en marche, nous sommes en pleine opération. Et je crois qu'en ajoutant de ce qu'on vient d'avoir, notre objectif, c'est de pouvoir produire 1 million de carats par jour. Parce que là, nous allons exploiter les alluvionnaires, nous allons exploiter également les kimberlites avec l'expérience de nos amis de Botswana. Vous avez vu la grosse pierre que les Botswana ont peut-être tenue. Ils ont maintenant de nouvelles machines pour détecter ce genre de pierres. En collaboration avec le Botswana, sur les recommandations du président de la République, nous allons travailler ensemble pour pouvoir développer l'Ameba. Néanmoins, il y a aussi la demande, comme vous avez dit, les retombées même du forum. Aujourd'hui, nous avons des partenaires qui ne savaient pas que le Grand Kasaï enveloppe le nickel-chrome, enveloppe l'or, enveloppe le cuivre, malachite, presque tous les minerais que nous avons au Katanga. Et notre souci, le conseil d'administration, que Bujimaï soit comme Lualaba, Dobin et les autres provinces voisines. Les femmes mandataires des entreprises du portefeuille de l'État se disent prêtes à joindre leurs efforts à ceux du ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, pour aboutir aux réformes tant attendues. Elles ont été reçues par le ministre des tutelles. Suivez. Madame Gisèle Mboissiem Moupa, vous êtes DGA des lignes maritimes congolaises. Parlez-nous un peu de vos réalisations, de vos difficultés et autres. Merci beaucoup, madame, de m'avoir accordé la parole. Je commence mon allocution par remercier d'abord son Excellence, Monsieur le ministre des Portefeuilles, qui a y accordé une attention particulière aux femmes mandataires. Alors, de ce fait, nous avons une très grande difficulté au niveau des lignes maritimes congolaises. La difficulté est la ligne maritime congolaise est là depuis 1974, mais depuis 1992, nous avons perdu toutes les flottes. Donc depuis lors, nous n'avons pas, c'est dans l'objet social. C'est-à-dire nous n'avons pas des navires qui font notre objet social. Alors depuis lors, nous travaillons sur les moyens de bord. Mais nous sommes là aussi dans l'entreprise depuis 2022. Et on a eu à élaborer un plan de relance 2023-2025, 2027 plutôt, qui va nous aider à sortir des lignes maritimes de cette difficulté que nous avons trouvée. À ce niveau ici, nous sommes en train d'acquérir 30 véhicules qui seront dispatchés de la manière suivante, dont 25 pour les Grands Katanga et 5 pour la province de Congo central. Ce n'est qu'un début. Et puis nous sommes en train de faire les démarches pour acquérir les navires. Pour la toute première fois depuis 32 ans, nous sommes sur la ligne droite et nous avons fait aussi un plaidoyer à l'État congolais qui a accepté de nous accompagner. Et je pense la fois passée, on a été alignés. Cette fois-ci, on a encore fait un plaidoyer pour 3 navires. Et je pense l'année prochaine, vous serez parmi ceux qui viendront pour inaugurer et lancer les lignes depuis 32 ans disparues.
Alors, de ce fait, nous comptons sur l'excellence ministre des Portefeuilles. C'est un grand monsieur qui a une oreille attentive, qui est vraiment très pragmatique. Et nous avons remarqué depuis qu'il est là, quand il entend quelque chose où on vient pour proposer ou demander quelque chose, il arrive vraiment à un temps record à répondre à nos réquisitions, à nos requêtes. Alors, de ce fait, moi, je souhaiterais qu'il puisse continuer dans cette lancée-là. Je pense qu'il sortira de là avec la situation d'une manière générale de toutes les entreprises publiques qui seront florissantes. Je pense si on lui laisse 2, 3, 4, 5 ans, je pense qu'on ne parlera plus des canards boités. Les entreprises publiques seront au centre de l'économie congolaise et il va relever les grands défis de toutes les entreprises publiques. Merci. Écho du portefeuille. Madame Sandra Chivonge, vous êtes directeur général à la SCPT. Alors, commençons d'abord par le défi auquel vous vous rencontrez là-bas au sein de votre entreprise. Le défi de la société congolaise des postes et télécommunications, aujourd'hui, c'est l'existence même de la société. Ça, c'est le plus grand défi. C'est-à-dire, nous sommes la Société nationale des postes, mais je pense que les Congolais aujourd'hui, beaucoup ont même oublié à quoi servait une poste. Ça, c'est le plus gros défi, c'est de faire revivre la poste dans la mémoire collective. L'autre défi, c'est que nous sommes également la Société nationale des télécommunications de la République. Mais si vous regardez, je pense que les Congolais ont oublié que nous sommes la mère des télécommunications en RDC. Ça, je pense, c'est le plus grand défi. Et l'autre défi, bien sûr, c'est au niveau de la gestion. C'est au niveau de, comme l'a souligné également ma collègue de CVM, c'est une dette sociale énorme, c'est une dette fiscale énorme, c'est une dette vis-à-vis des créanciers énorme, mais également c'est des créances qui ne sont pas recouvrées. Et ça met cette société en difficulté et l'empêche même d'avoir des programmes de relance qui peuvent se faire si l'État ne l'aide pas. Et heureusement, aujourd'hui, nous avons trouvé auprès du ministre du portefeuille vraiment une oreille. Il nous a entendus et également il a la vision et cette ambition de remettre les entreprises de l'État vraiment au cœur de l'économie nationale. Mais c'est un grand défi et nous aujourd'hui en tant que femmes mandataires, nous sommes venus également lui apporter notre soutien et lui rassurer de notre volonté de l'accompagner dans cette vision qu'il a, de faire en sorte que les sociétés de l'État redeviennent le fleuron de l'économie nationale. Revenons à ce qui a été la réunion avec le ministre tout à l'heure. Au-delà de défis et difficultés, vous avez quand même aussi soumis quelques propositions. Pouvez-vous nous en parler quand même? Oui, nous avons également, après avoir été dans ces entreprises depuis plusieurs mois, nous avons vu également des pistes de solutions. Je vais parler principalement donc, de la SCPT. Nous, à la SCPT, nous sommes une entreprise commerciale. Et malheureusement, depuis plusieurs années, l'intervention de l'État ne s'est plus faite. Donc nous avons également partagé avec le ministre qui nous soutient complètement que l'État redonne des subventions à la société de manière à pouvoir, comme l'a dit ma collègue, à rééquilibrer. En tout cas, ça va nous permettre de rééquilibrer nos comptes. Les solutions également que nous avons données, c'est de revoir les charges sociales, de revoir ce pléthore qui existe dans les entreprises publiques, parce que non seulement il y a pléthore, mais il y a également un problème de compétences. Et le ministre nous a très bien suivis et va nous accompagner également pour les organisations de séminaires, pour les remises à niveau. Nous avons également des problèmes au niveau pour les dettes fiscales, comme l'a dit ma collègue. Là également, le ministre a déjà pris des actions sur ce plan-là. Nous avons également des problèmes au niveau judiciaire. Là également, le ministre, il y a des actions qui ont déjà commencé à être prises. Tout ça, ça nous reconforte et nous sommes sûrs
que nous sommes en train petit à petit d'aller vers des jours meilleurs. C'est un processus, certes, mais au moins, c'est un processus qui a commencé. Et nous espérons que dans les prochaines années, beaucoup d'entreprises publiques vont sortir du rouge et vont participer pleinement à l'économie de ce pays. Merci beaucoup, madame. Dans le souci de placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, a fait une proposition au gouvernement, laquelle proposition adoptée est relative au profit du mandataire public. Jean-Lucien Boussa s'est attardé sur le casting assorti de la méritocratie avant tout recrutement. Suivez le ministre Jean-Lucien Boussa dans cette interview, extrait choisi par Coco Ngobé. La politique et porte le chef de l'État aujourd'hui par rapport à la place des entreprises du portefeuille de l'État dans l'économie est telle que nous sommes en train justement de mettre en place des mécanismes qui permettent à ces entreprises de décoller. Je vous rappelle qu'il y a quelques temps, le gouvernement a adopté 2 dossiers. Le premier, c'est celui des préférences commerciales entre les entreprises publiques et services publics de l'État. Exemple, nous avons le Caisse des monnaies qui a une expertise, mais aussi des outils qui permettent de produire des imprimés de valeur. Pourquoi vous allez les chercher ailleurs? Et cette décision prise par le gouvernement de préférence commerciale, inter-entreprise, inter-service, permet justement d'aller d'abord vers l'investissement de l'État, n'est-ce pas? Vers l'outil dont détient l'État pour produire des imprimés de valeur. C'est un exemple. L'assurance. L'État est une société d'assurance. Mais attendez, vous êtes entreprise du portefeuille de l'État, vous allez vous assurer ailleurs. Ah non, je vous engage à aller vers la SONAS. Mais il faut que la SONAS améliore la qualité de ses prestations, tout simplement. Donc voilà, deuxième décision prise par le gouvernement, c'est celui du déshonnêtement des entreprises du portefeuille de l'État. Vous avez l'État qui doit aux entreprises, des entreprises qui doivent à l'État. Comment ne pas faire un paiement croisé pour simplement annuler certaines dettes et alléger la trésorerie des entreprises? C'est aussi des décisions qu'on a prises. Autre mesure que nous avons prise ici, mais ça, vous l'avez vu dans les médias, la signature des contrats mandats. On a contracté, les mandataires ont contracté avec l'autorité de tutelle représentant de l'État pour dire que la gestion doit se faire dans telle direction. Si va dans l'autre direction, ça ne marche pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je crois qu'on est en train de mettre en place des mécanismes qui permettent finalement d'améliorer la gestion de ces entreprises. Et nous permet finalement de pouvoir nous retrouver sur 4 éléments. Un mandataire public doit avoir le savoir. Et le savoir, c'est défini par un niveau de formation élevé, un niveau de formation supérieur. On peut dire un docteur, celui qui a un diplôme d'études approfondies, un master, un licencié, un gradué, etc. Ce sont des personnes qui ont la présomption de savoir. Deuxième critère, deuxième critère, c'est le savoir-faire. Vous avez le savoir, mais vous devez avoir le savoir-faire. Le savoir-faire, son contenu se trouve être une expérience professionnelle ou une expertise aiguisée dans un domaine précis. Et nous avons dit, pour être mandataire public, il faut avoir assumé les fonctions de direction dans une entreprise, n'est-ce pas, donnée, ou des fonctions similaires dans un autre organisme. Et donc, nous avons aussi dit que le mandataire doit être recruté parmi les personnes qui maîtrisent la filière. Je parle de la régie des eaux, de l'électricité, de la gécamine, de l'ONATRA par exemple. Vous n'allez pas penser que celui qui n'a pas été, qui n'est pas ingénieur ou qui a un profil d'ingénieur ou d'un bon économiste ou ceci, puisse, d'entrée de jeu, porter le meilleur résultat. Mais aussi, il est démontré que des personnes qui ont des compétences transférables, quelqu'un qui a été PDG d'une entreprise, mais qui a excellé dans ses capacités managériales, peut être porté à diriger n'importe quelle entreprise. Donc, je parlais du savoir-faire. Il faut le savoir-faire faire. J'ai parlé d'avoir assumé les fonctions de direction. Celui qui a assumé une fonction de directeur, sous-directeur quelque part, directeur quelque part,
chef de département dans une entreprise, directeur de cabinet des ceci et de cela, celui-là a la capacité de savoir faire le travail aux autres. Donc, troisième élément. Quatrième élément, et c'est connu de tout le monde, le savoir-être, on nous a dit science en conscience, mieux que ruine de l'âme. Donc voilà la panoplie d'éléments qui constituent les critères qui permettent finalement de pouvoir avoir ces 4 éléments dont j'ai parlé, le savoir, les savoir-faire, les savoir-faire-faire, le savoir-être. Et donc, on arrive à la problématique du niveau d'études, on arrive à la problématique de l'expérience ou de l'expertise avérée, on arrive au fait qu'un mandataire ne doit pas sortir, on ne devait pas payer par hasard, n'est-ce pas? Il ne doit pas sortir du néant, il doit avoir exercé quelque part pendant quelques années. Et donc, et là nous avons limité les critères, un mandataire doit avoir des sons de l'éthique professionnelle. Donc voilà en gros ce que nous avons voulu, et je sais que si nous avons ces profils de mandataires, l'administration des entreprises va évoluer positivement. Ayant activement pris part au 35e anniversaire du Fonds de promotion de l'industrie, célébré à Béatrice Hôtel, Norbert Nkoubou Eluna, président du Conseil supérieur du portefeuille, a explicité le sous-thème « Les établissements publics face aux défis de la gestion axée sur les résultats ». Kokongobé, José Kayembe nous font le point. 35 ans, jour pour jour, depuis que le Fonds de promotion de l'industrie a été créé en 1989. Le personnel a célébré cet anniversaire le vendredi dernier à l'hôtel Béatrice. Rappelons que 10 ans en arrière, un homme répondant au nom de Norbert Nkoubou Eluna, alors expert au Conseil supérieur du portefeuille, aujourd'hui président de cette institution publique, avait à son temps défendu et apporté son expertise pour empêcher l'application de l'une des 28 mesures prises par le gouvernement, la transformation du FPI. Il a démontré et prouvé que le FPI avait encore sa raison d'être. Ce haut fait, comme l'a témoigné l'un des cadres du FPI, est indélébilement inscrit dans les annales de ce financeur national des projets industriels. Le président nous a reçus dans son bureau avec toute sa générosité. Nous étions avec l'effet fils de prophète. Je crois qu'il y en a dans la salle qui connaissent le fils de prophète au FPI, Kalouandinho. Il nous montre comment présenter notre réponse pour échapper à cette transformation mal conçue. C'est ce mot. C'est lui qui ce matin va nous parler sur les établissements publics qu'ils ont eu à piloter et il nous dira ce que nous pourrions retenir pour les 35 prochaines années. À tout seigneur, tout honneur, Norbert Nkoubou Eluna a été invité lors de cette cérémonie à développer le sous-thème « Les établissements publics face aux défis de la gestion axée sur les résultats ». Ce sous-thème en pleine corrélation avec le thème principal de cette célébration, le FPI que nous voulons pour la République démocratique du Congo. J'ai exposé sur la gestion axée sur les résultats comme mode de gestion de la performance pour une entreprise publique ou un établissement public de la taille, disons, de la nature du FPI. Donc j'ai développé les questions liées à la gestion de cet outil, à sa conception, à sa mise en œuvre et le rôle des organes de gouvernance, notamment la tutelle, parce que c'est un établissement public, le rôle de la tutelle, le rôle du conseil d'administration, parce que le FPI a aussi un conseil d'administration, et le rôle de la direction générale. Alors, ce qui fait qu'on a pu décliner les engagements de chaque partie prenante dans la conception des outils de planification stratégique qui sont des nécessaires pour mettre en place une gestion axée sur les résultats. Tout ce que nous cherchons, c'est que tout ce que nous disons soit opérationnel pour l'intérêt de nos établissements publics et de nos entreprises publiques. Écho du portefeuille. Ainsi prend fin le magazine Écho du portefeuille. On se retrouve très prochainement. Au revoir.